Bonjour Frédéric Rollet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de lettres et secrétaire général du SNES FSU, le premier syndicat des personnels enseignants. Aujourd'hui, c'est la 9e journée de grève interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Vous en attendez quoi de cette journée ? Ce qu'on attend, c'est de bien montrer au gouvernement qu'il y a une détermination très forte de l'ensemble des salariés, alors notamment des personnels de l'éducation nationale, qui ont été vraiment très présents dans les diverses journées d'action, et qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vouloir imposer un projet de réforme qui est majoritairement refusé dans un mouvement, dont tout le monde souligne la durée. Il paraît qu'on dépasse mai 68. On est vraiment dans quelque chose d'exceptionnel. C'est encore possible le retrait de la réforme? C'est encore ça que vous demandez? On continue à demander le retrait de la réforme parce que on peut pas. Je sais qu'il y a 22 000 amendements qui sont proposés, mais amender quelque chose qui est mal conçu au départ, de toute façon, c'est compliqué. Donc nous, on pense qu'il faut discuter des retraites parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans le système actuel, mais que des principes vraiment de solidarité, le fait de garder pour les fonctionnaires le code des pensions qui correspond à la fonction publique, au fait qu'on a une carrière, qu'on a une pension calculée sur les 6 derniers mois, parce qu'on commence avec un salaire faible mais qu'on progresse. Tout ça, nous y tenons évidemment. Les garanties, je dis garanties entre gros guillemets, apportées par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, de revalorisation des salaires des professeurs, vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? D'abord, on avait vu la grande communication du ministre, ça a été dit, vous voyez, dans l'avant-projet de loi sur les retraites, on écrit que il y aura une loi de programmation budgétaire. Bon, le Conseil d'État a montré que ça, c'était pas possible. Alors, le gouvernement continue ses éléments de langage pour dire mais si, c'est un signal politique, on fera bien une loi de programmation budgétaire. Bon, il donne aucun chiffre, on ne sait pas qui ça touchera aussi, si c'est seulement les générations nées après 2004, celles qui vont subir le nouveau système de retraite s'il s'impose, si ce sera tout le monde. Et nous, on dit la revalorisation, de toute façon, c'est un sujet en soi. Ça ne doit pas être lié uniquement à la compensation des baisses des pensions. Bon, puis en plus, si on voulait vraiment compenser la baisse du taux des pensions, il faudrait environ 1 400 € de plus par mois pour les profs. On voit l'effort qu'il faudrait faire, quoi. Alors, quand vous voyez les procédures parlementaires, le déni des oppositions et le déni aussi des syndicats, la possibilité qui est envisagée du 49.3 à l'Assemblée nationale, au Parlement, est-ce que vous vous dites que le gouvernement est prêt à tout pour passer sa loi, quoi qu'il lui en coûte, et de passer en force? Mais ils l'ont déjà fait, oui, sur d'autres sujets. On a vu, par exemple, sur les allocations chômage, comme il n'y a pas eu d'accord des organisations syndicales, que c'est le gouvernement qui a imposé une réforme régressive. Je trouve que c'est honnêtement très inquiétant parce que on voit de plus en plus les citoyens se défier de la démocratie parlementaire parce qu'ils disent mais nous ne sommes plus représentés, quoi. Les organisations syndicales sont mises de côté. Quand il y a une majorité de salariés qui s'expriment, on dit aussi on n'en tient absolument pas compte. Je trouve que c'est dangereux et on a effectivement l'impression qu'ils sont prêts à tout. Alors, le monde enseignant et les élèves sont aussi mobilisés contre la mise en place des E3C, les épreuves communes de contrôle continu, en lieu et place du baccalauréat. Qu'est-ce qui ne va pas avec les E3C ? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des tas de problèmes matériels, on l'a vu, les élèves en langue avec des vidéos qui ne marchent pas ou l'audio qui ne marche pas, les sujets qui ont fuité, plein de choses. Mais surtout, les élèves le disent eux-mêmes, maintenant on est en évaluation permanente, quoi. Ils passent leur temps à être évalués, puisque là, ils sont évalués maintenant, après ils vont l'être en fin de première, après ils vont l'être de nouveau dans une 3e session de 3C en terminale, après les enseignements spécialités au mois de mars, après les épreuves terminales en fin de terminale. Pour quelqu'un qui voulait alléger, soi-disant, là, on est en train de faire un truc très compliqué, une espèce de machine très complexe. Et puis, des mini-bacs locaux, les lycées deviennent de mini-centres d'examen, et en même temps, avec un bac qui perd beaucoup de son caractère national, quoi. Alors, on parle de 30% des lycées qui seraient concernés par les mouvements de protestation. Elles sont de quel type, ces protestations ? Alors d'ailleurs, aujourd'hui, le principal syndicat des chefs d'établissement, qui appartient à une autre fédération que la FSU, mais parle de 43%.
d'établissements qui ont connu des problèmes, c'est des profs qui ont fait grève, donc on a fait appel quelquefois à tout type de surveillants dans les établissements, des élèves qui disent on a composé dans des mauvaises conditions parce que il y avait un seul surveillant par salle qui sortait, parce que les séquences sont de 55 minutes et même pour une épreuve d'1 heure, ça correspond pas. Enfin bon, il y a eu des tas de problèmes comme ça, ce qui fait que là, il y a des endroits où ça s'est pas passé du tout. Et puis, le ministère tient à communiquer, puisque Jean-Michel Blanquer est dans le déni tout le temps. Hein. C'est toujours l'idée que c'est une petite minorité qui embête le monde, mais que le reste, tout va bien. On voit bien que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas seulement un phénomène parisien. On a eu des cas en Bretagne, on en a eu au Mans, on en a eu à Lille, à Montpellier, à Marseille, enfin dans un tas de régions. Est-ce que les professeurs et les élèves risquent quelque chose en se mobilisant de cette manière? Parce qu'on sait que les CRS ont été déployés devant un lycée de Rennes, que des enseignants de Clermont-Ferrand ont été convoqués par le commissariat de police suite à une plainte de l'éducation nationale pour intrusion non autorisée dans un établissement, et que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a parlé de professeurs en état de rébellion. Oui. Moi, ça là aussi, je trouve que c'est inédit. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que on a l'impression que le ministre, au lieu d'essayer de calmer le jeu, il met le feu à la communauté éducative. Tout le monde a été choqué, enfin, de voir des lycéens traînés à terre par des policiers dans les établissements, des profs. Oui, nos collègues de Clermont-Ferrand, ils sont convoqués là le 11, la semaine prochaine. On a des menaces. Enfin, on a l'impression que comme on n'arrive pas à entendre les gens, on essaie de les faire taire par la force. Puis ça marche pas. Parce que justement, ça excite encore plus, davantage la colère, parce qu'on dit, c'est pas comme ça, quoi, qu'on pratique un dialogue social. Alors justement, quelle relation vous avez avec le ministère et avec Jean-Michel Blanquer en particulier? Vous êtes reçu par lui? Est-ce que vous arrivez à dialoguer, à négocier, à la fois sur les E3C, mais aussi sur les retraites? Alors Jean-Michel Blanquer, très honnêtement, je vois très peu. Ce qui est multiplié, ce sont des réunions techniques. Mais on n'est jamais dans une phase de négociation. Si vous voulez, on est dans des réunions où on nous dit, voilà, on vous donne, par exemple, des chiffres sur les niveaux de rémunération des profs, ou sur les effectifs, ou sur machin, bon. Mais jamais on sait qu'on veut arriver à tel résultat, puis qu'ensuite, on discute de la façon d'y arriver. Jamais c'est comme ça. On a un projet, comme sur le lycée, c'était le problème. Il y a eu un lycée tout bouclé dès le départ. Et un projet tout bouclé dès le départ, et puis ensuite on vous dit vous pouvez essayer de changer 3 virgules. Enfin, c'est pas de la négociation, quoi. Ça, c'est vraiment l'idéologie là qui s'applique, et un projet idéologique dans l'éducation qui rejoint, celui du gouvernement en général. C'est-à-dire, on voit que c'est un projet très libéral. C'est l'idée, les élèves sont responsables de leur parcours. Ceux qui réussissent, c'est parce que vraiment ils sont bons. Ceux qui réussissent pas, c'est de leur faute. Et j'ai vu dans je sais plus quel média que Jean-Michel Blanquer, dans le livre qu'il écrit avec Edgar Morin, a fait une charge qui est assez significative contre les sociologues, et en disant oui, en gros, tout est à cause de Pierre Bourdieu, quoi. C'est parce qu'il a expliqué que l'origine sociale des élèves avait influé évidemment sur leur parcours scolaire, qu'il a découragé des jeunes d'être ambitieux, etc. Enfin, c'est vraiment une vision ultra-libérale, quoi. C'est de nier tout ça, le poids justement de l'origine sociale dans les parcours scolaires. Oui, est-ce que devrait faire précisément l'éducation nationale? Oui, pour essayer justement de gommer au maximum ça, oui. Au-delà de la question des E3C, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à rester mobilisé tout au long de l'année, et si oui, comment? Alors, d'abord, nous, on souhaite rester dans l'interprofessionnel, donc bien continuer à suivre les mots d'ordre qui sont faits dans le cadre interprofessionnel, comme donc la journée d'aujourd'hui. On va voir les suites, et puis il y a beaucoup de choses entre deux. On voit qu'il y a beaucoup d'inventivité. Il y a eu l'opéra, il y a eu les soirées au flambeau, il y a plein de choses. On va appeler à aussi complètement investir la période électorale des municipales, là, et encourager nos collègues à aller voir les candidats, mais même les élus aussi, députés, en disant voilà, on peut pas continuer comme ça, quoi. Et puis j'espère quand même que le ministre de l'Éducation va comprendre que une communauté éducative qui serait complètement divisée, parce que là on met les profs contre les chefs d'établissement, c'est un risque majeur pour le système éducatif.
collectif et qu'il emporterait vraiment une très très lourde responsabilité. Alors, on a vu aussi que le nombre d'inscrits aux épreuves de l'agrégation et du CAPES, qui étaient les sésames pour devenir professeur dans le second degré, a baissé de près de 10% entre 2019 et 2020. Il y a une crise de la vocation pour le métier d'enseignant. Qu'est-ce qui fait que le métier d'enseignant aujourd'hui n'est plus aussi plébiscité qu'avant? Oui, le métier est devenu moins attractif. Alors ça fait déjà quelques années qu'on alerte nous sur le sujet. Alors il y a les problèmes de salaire. Bon, on commence à 1450 € à peu près net, hein, ce qui est quand même peu quand vous avez un master, passer ensuite un concours très sélectif, avec aussi toutes les contraintes. Enfin, c'est le service public, hein, mais vous êtes envoyé quelquefois dans une autre région que la vôtre, avec un certain nombre de frais en plus à la clé. Donc il y a ces questions-là. Il y a la peur aussi de collègues. On a bien vu dans les enquêtes que le SNES avait fait au mois de novembre que les collègues disaient tous qu'ils sentaient une dégradation de leurs conditions d'exercice, à la fois du point de vue matériel, mais aussi parce qu'on n'arrêtait pas de les bombarder d'injonctions, quoi. On leur dit tout le temps les réformes se succèdent, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, et à un moment ils ont envie de dire aussi, enfin, laissez-nous un peu en paix, laissez-nous travailler, quoi. Et tout ça, ça rejaillit, hein, ça donne les étudiants le voit bien. On pense aussi qu'on a un vrai problème de vivier d'étudiants dans un certain nombre de régions qui sont les régions socialement les plus pauvres, qu'il faut mettre en place des pré-recrutements, qu'il faudrait aider les étudiants aussi à pouvoir justement suivre ces études et passer les concours. Mais évidemment, bon, tout ça pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour. J'ai une dernière question, Frédéric Rollet. Le 3 octobre dernier, près de 3000 membres du monde éducatif, des élus et des simples habitants avaient manifesté à Bobigny pour dénoncer le suicide de Christine Renon, une directrice d'école à Pantin. Et une journée débrayée qui n'a pas été payée aux enseignants. Qu'est-ce que cela témoigne de la part de l'administration du ministère? Un manque d'humanité encore? Oui, là, tout était interloqué, quoi. Comment est-ce qu'on peut retirer une journée de grève à des collègues qui rendent hommage à leur collègue qui s'est suicidé du fait du travail, hein, c'est pas de considération personnelle. C'est vraiment une froideur et une humanité qui est assez frappante, et ça rejoint d'autres faits du gouvernement. On a vraiment le sentiment de gens qui pensent essentiellement au profit et pour qui tout ce qui est l'humain, enfin, et tout ce qui peut être justement le sort des salariés importe peu. Merci beaucoup Frédéric Rollet. Merci à vous.